Merci, merci. C'était l'introduction que j'ai choisie ce soir. Bienvenue, messieurs. J'aimerais avoir votre réaction sur ce message-là de Nick Fuentes, qui, nous, on le dit à Brochu TV, même les Américains s'aperçoivent qu'ils ont perdu leur souveraineté, que les guerres qu'on mène ne sont pas en lien du tout avec les intérêts américains. Je veux vous entendre, messieurs, là-dessus. Moi, j'ai d'autant plus de plaisir à entendre Nick Fuentes, c'est que c'est exactement la ligne d'égalité et réconciliation depuis des années, c'est-à-dire que dans l'intérêt supérieur de la France, doivent se réunir les gens, on va dire, de la gauche du travail et les gens de la droite des valeurs. Et là, on voit bien que c'est le chemin sur lequel est Nick Fuentes progressivement. C'est pas de là d'où il vient exactement, mais il s'avance, c'est-à-dire cette idée de, face au puissant ennemi, il est nécessaire d'une coalition transcourant, sinon on ne peut pas, comment dirais-je, avancer, puisque eux-mêmes règnent sur le principe du diviser pour régner, c'est-à-dire d'opposer une gauche sociétale à une droite libérale qui en réalité sont complices, parfois d'ailleurs sans le savoir. Et donc je suis content de voir l'évolution de Nick Fuentes, parce que de plus en plus, il ressemble à une sorte de jeune Soral américain qui a cet avantage sur moi, qui suis français et suisse, c'est d'être protégé par le premier amendement pour dire les choses avec une radicalité que je ne peux pas me permettre. Et d'ailleurs, c'est parce que je me le permets malgré tout que je suis aujourd'hui un réfugié, puisque de s'exprimer en France et en Suisse, je le rappelle, hein, et en Suisse aussi, comme s'exprime Nick Fuentes sur une domination communautaire parfaitement identifiée, qui se moque de l'intérêt des pays dans lesquels pourtant ils vivent comme citoyens, et ben cela vous vaut en France comme en Suisse de la prison ferme. Arnaud Develay, on en parle régulièrement. Oui, Alain a raison. Nick Fuentes, certains diraient c'est une nouvelle sensation, mais ça fait déjà 10 ans qu'il fait le travail, sauf qu'il a vécu un parcours, un chemin de croix, certains diraient, où il a été débancarisé, on l'a interdit de prendre l'avion, il a été l'objet de tentatives sur son intégrité physique, et c'est quelqu'un qui ne s'est jamais laissé démonter, qui a compris les enjeux de notre époque et qui a pensé qu'avec Trump, il y aurait une possibilité peut-être de remettre l'église au centre du village, c'est moi l'expression, mais pour réaliser assez rapidement, dès 2024, alors que la campagne battait son plein, que l'administration Trump était déjà plus ou moins capturée et que tôt ou tard, parce que lui, bon, parce qu'il est un identitaire américain, c'est quelqu'un qui souhaite préserver une certaine idée de l'Amérique et qui pensait que Trump se focaliserait plus sur un agenda tel que les déportations de masse, comme il dit, déportation étant un mot, un anglicisme, je dirais plutôt des expulsions de gens qui n'ont rien à faire en Amérique, selon lui. Et en fait, tout à fait le contraire qui s'est passé, c'est qu'après quelques premiers mois où des déploiements du ICE ont été très publicisés dans la presse un peu partout, les choses sont revenues, si je puis dire, un peu malheureusement dans la normalité des administrations qui se sont succédées au travers des décennies depuis 1967 maintenant, et l'assassinat de Kennedy et l'avènement de Lyndon Johnson par la suite, une poursuite, une continuation ce qu'ils appellent les guerres perpétuelles, au profit, comme il l'indique lui-même, d'une puissance hostile, qui ne sert pas les intérêts américains, qui ruine le trésor et le sang des Américains, et qui, à terme, aliène les États-Unis aux yeux du monde entier, parce qu'il semble y avoir comme une espèce de sort, une espèce d'hypnose sur la politique étrangère américaine, mais pas que, qui fait que tous les dirigeants qui se sont succédés mettent en place l'agenda, les uns après les autres, et qu'après la dite guerre des 12 jours, voilà que les États-Unis, il y a 5 semaines de cela, remettent le couvert
que les choses se passent très très mal, il faut le dire, malgré la censure massive qui sévit sur le conflit. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais beaucoup de hauts fonctionnaires au sein du Pentagone, mais pas que, aussi au sein du ministère de la Justice, commencent maintenant à en faire les frais, alors même qu'ils ont, entre guillemets, servi la soupe et dissimulé certaines choses qui, on peut penser, ont un rôle dans le fait que Trump suive cette politique insensée qui a réduit sa base à néant, pratiquement. On s'achemine vers un désastre aux élections de mi-mandat. Et Fuentes a sonné l'alarme depuis très longtemps. Et il a d'ailleurs dit lui-même que dès juin 2022, une réunion avait eu lieu entre les varons de la tech californienne, les grands donateurs. On a encore en mémoire les 100 millions de dollars donnés par la veuve Adelson. Et on s'aperçoit que effectivement, ça semble être joué, puisque maintenant on a autour de Trump lui-même que des archi-sionistes, hein, des fanatiques littéralement, et que lors de la convention de Turning Point USA, on a pu voir qu'il y a vraiment deux clans maintenant qui sont en train de se séparer. Comment est-ce que cela va se développer dans les mois, parce que je ne dirais même pas les années, hein, dans les mois à venir, alors que, pour paraphraser Alain, le retour du réel est en train de s'imposer au Proche-Orient, que l'Iran n'est pas l'Irak, que l'Iran est en train de donner autant qu'il reçoit, et qui est en train de complètement remettre à plat les cartes dans la région. C'est une défaite stratégique historique qui se profile pour les États-Unis. Et voilà un petit peu le tableau général dans lequel, encore une fois, Fuentes fait figure un peu de figure sacrificielle. Il est là, il tient le bateau, il tient la barre, et il est prêt certainement au sacrifice ultime pour convaincre ses compatriotes qu'il faut bouger maintenant et il faut effectivement mettre de côté toutes les différences artificiellement entretenues au sein des Américains eux-mêmes s'ils veulent avoir une chance de sauver le pays. Il nous avait parlé d'une guerre de quelques jours au début, là, Trump, et il se contredit là, de jour en jour. Il faut vraiment là, se forcer là, pour voir un jeu d'échecs à 5 dimensions, là, parce que ça semble être de plus en plus en perte de contrôle. Et là, il y a eu une purge au Pentagone, 12 sur 15, que vous disiez, Arnaud, puis vous disiez qu'on on a travaillé fort aussi pour remettre en selle, là, ils ont jamais perdu le contrôle, là, des sionistes avoués. Il y a eu le limogeage de Pom Bondi, puis des rumeurs qu'on couperait aussi Kash Patel puis Tulsi Gabbard, qu'on croyait là, être nos sauveurs, puis qu'on voit là que c'est pas le cas. Là. Tout est en train de s'effondrer. Puis à l'image de ce que Nick Fuentes nous a dit, ils sont sous occupation. C'est la grande question, à savoir, Trump est-il vraiment indépendant des sionistes? Je regardais ça souvent avec le général de la Ward. Et aujourd'hui, je pense qu'il serait très déçu de voir la tournure des événements. J'ai l'impression que Trump est tenu par je ne sais pas trop où, mais j'aimerais avoir votre éclairage là-dessus, messieurs. On va commencer. Oh, excusez, M. Soral, parce qu'on avait un retour de son. Excusez-moi, M. Soral. Allez-y. Oui, aujourd'hui, on ne peut plus douter que ce sont les néoconservateurs qui ont repris totalement le contrôle du pouvoir présidentiel et que Trump, à moins qu'on pense à une stratégie d'une subtilité telle que ça serait l'homme politique le plus intelligent de l'histoire de l'humanité, on est plutôt obligé de penser qu'en réalité, l'État profond qu'il prétendait combattre est bien plus puissant que lui. Alors sans doute qu'il est tenu aussi par des affaires. On a évidemment l'affaire Epstein qui nous vient immédiatement à l'esprit. Mais là, effectivement, il accomplit l'agenda pour lequel l'agenda contraire pour lequel il avait été élu et l'agenda contraire de celui qui nous avait vendu entre guillemets depuis si longtemps. Et ce qui est très difficile à expliquer, c'est pourquoi s'est-il battu à ce point-là pour revenir au pouvoir, puisque je rappelle qu'on lui avait volé sa réélection et qu'il s'est battu pour revenir dans un troisième temps, alors qu'il est quand même riche, qu'il est vieux, il pourrait se contenter
de jouer au golf à Mar-a-Lago. Donc on était quand même légitimement dans le droit de penser que s'il se battait à ce point-là pour revenir au pouvoir, malgré toutes les embûches qu'il avait subies, c'est qu'il voulait inscrire son nom dans l'histoire américaine comme quelqu'un, à la limite, qui aurait renoué avec la promesse Kennedy, d'une certaine manière, puisque même son équipe avec le Kennedy Junior nous pouvait le faire penser, c'est-à-dire rompre avec cette politique de soumission à Israël qui a commencé, je le rappelle, avec la présidence Johnson et qui a nécessité l'assassinat à Dallas du président Kennedy. On pouvait légitimement penser tout ça. Je vois aujourd'hui, on me reproche beaucoup d'avoir été pro-trumpien. Mais comment pouvait-on deviner, compte tenu de tout ça, qu'il allait finir par devenir le pire président des États-Unis, le plus détesté, le plus traître à ses promesses et à son pays? C'est très très incompréhensible, hein. Ça laisse pantois, hein, parce que on pourrait même penser que s'il est menacé et que s'il y a des dossiers Epstein, il aurait pu aller presque dans un combat sacrificiel pour accomplir malgré tout son projet. Ça veut dire qu'il se révèle en réalité bien plus fragile qu'il semblait l'être, et pourtant il avait quand même fait preuve d'une grande solidité, puisque c'est un homme de près de 80 ans, je rappelle, et qui est riche, qui n'a pas besoin de la politique pour bien vivre. Donc c'est quand même très incompréhensible. Et ce qui est aussi très incompréhensible, c'est que pour s'être engagé dans cette guerre contre l'Iran, il a fallu qu'il croie et qu'on lui fasse croire que c'était une opération proche de celle du Venezuela. C'est-à-dire qu'entre la guerre des 12 jours et la tentative de régime change, qui certes avait échoué, le régime était suffisamment ébranlé et fragilisé d'un point de vue militaire comme d'un point de vue politique pour qu'il tombe en réalité très rapidement face à une attaque militaire directe. Et il est quand même aussi très étrange que Trump ait pu croire à ce scénario, bon, qui lui a été sans doute vendu par des sionistes, alors que nous, qui ne sommes quand même, comment dirais-je, avons moins d'experts autour de nous, savions que l'Iran était un très gros morceau, que c'est d'ailleurs dans les gens qui réfléchissent à la stratégie du Grand Israël, beaucoup pensent que l'Iran est le trop gros morceau pour Israël, qui empêchera Israël d'accomplir son projet et qui le fera même totalement échouer. Donc ce qui est très étrange, c'est ces deux points. C'est comment Trump a-t-il pu trahir à ce point-là ses promesses électorales, et comment Trump a-t-il pu croire à ce point-là à des experts qui lui ont fait croire que l'Iran c'était Venezuela bis. Je rappelle, Venezuela c'est une opération de la CIA, c'est une opération de kidnapping. Ça n'a rien à voir avec attaquer un pays millénaire de 90 millions d'habitants qui en fait se prépare depuis des décennies à ce combat final, avec en plus un pouvoir théologique chiite très 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 fort. Je veux dire, on sait que les Américains ne sont pas des grands spécialistes du Moyen-Orient, et ils ont souvent remplacé la finesse diplomatique, qui était la qualité française et anglaise, par la capacité de brutalité. On sait que c'est un peu ce côté style cow-boy, mais là, à ce point-là, je veux dire, pour moi, c'est sidérant. Voilà, je suis dans une période de relative sidération. Et d'ailleurs, je demande bien pardon aux gens qui me reprochent aujourd'hui d'avoir milité pour l'élection de Trump, mais je rappelle qu'à l'époque, face à la successrice de Biden, Trump avait quand même donné tous les signes de l'espoir. Je ne vois pas comment on pouvait faire autrement que d'appeler et de souhaiter l'élection de Trump, compte tenu du contexte qui était le contexte des élections, hein. Et malheureusement, oui, c'est au-delà de la déception, là. C'est de la sidération. Arnaud? Oui, ben, je pense qu'il faut peut-être discuter un peu, évoquer un peu la personnalité de Trump lui-même. Bon, Trump, c'est un développeur immobilier, c'est un homme d'affaires, c'est un homme avec des appétits énormes, dans tous les sens du terme. Et c'est quelqu'un qui, on peut dire qu'il n'est pas vraiment versé dans la lecture des dossiers géostratégiques, qui veut des résultats rapidement. D'ailleurs, il avait été remis en selle au début des années 2000 grâce à son programme sur la chaîne NBC à l'époque qui s'appelait The Apprentice, où le succès de l'émission avait été illustré, cristallisé par l'expression « You're fired », vous êtes viré. C'est quelqu'un qui est très sanguin, qui veut des résultats, et il les veut tout de suite, il les veut peut-être même hier.
Et si il sent que les choses ne vont pas dans son sens, en général, ce n'est pas de sa faute, c'est la faute des gens autour de lui. Donc, partant de là, on est effectivement dans une situation où vous êtes à la tête d'un État, vous héritez de certains dossiers, certains ont des décennies de maturation, de macération, d'autres même plus que ça. Et ça nécessite quelqu'un qui soit posé, qui soit capable de s'instruire, d'étudier les dossiers, de ne pas se précipiter, de surtout pas succomber à des émotions quand il s'agit de prendre des décisions. C'est ça, un chef d'État. Et on s'aperçoit que Trump, en fait, n'a jamais été ce statesman, comme on dit, cet homme d'État au sens premier du terme, mais plutôt quelqu'un qui aime bien faire des coups. Il est très bon à ça. Rappelons-nous que à la fin des années 80, début des années 90, il avait subi une banqueroute, à l'époque, une bankruptcy de tout son empire financier, qu'il avait réussi à négocier, alors peut-être déjà à l'époque, par le biais de gens qui aujourd'hui exercent une influence qu'on pourrait considérer disproportionnée sur son administration, un rachat par les Japonais. Les Japonais l'avaient complètement renfloué. Ils avaient réalisé eux-mêmes que sans l'intégrer dans leur plan futur et conserver donc la marque de fabrique Trump et s'assurer qu'il reste au cœur du dispositif parce que c'est un très très grand vendeur, il sait vendre des choses, c'est un battleur de foire, il a un talent, je dois dire, une énergie assez contagieuse, il sait générer de l'entrain, il sait générer de l'excitation pour une marque, pour un produit. Alors, ça n'a pas forcément toujours marché à 100%. On se souvient du Tour de Trump, ça a été un échec. On se souvient aussi de l'université Trump, ça n'a pas trop marché. Le concours de beauté Trump. Mais en général, on peut dire que pour 30% d'échecs, c'est 70% de succès. Donc, l'émission en question l'avait remis en selle. On se souvient aussi, il avait réussi dans le cadre d'un divorce avec sa première épouse, qui s'appelait Ivana, je crois qu'elle était slovaque, si je ne m'abuse. Ils avaient réussi quelque part à se faire de l'argent en étant les têtes de gondole pour la campagne à l'époque de McDonald's au Burger King, je ne sais plus lequel que c'était. Enfin, voilà, Trump, c'est ça, c'est quelqu'un qui, c'est comme on dit, il est plus grand que nature, larger than life. C'est quelqu'un qui incarne le rêve américain à bien des égards. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle l'Amérique profonde l'a adoubé dans ces 3 campagnes, parce qu'il est l'un des leurs, sans en être vraiment l'un des leurs. C'est ça qui est assez paradoxal, mais il représente cette démesure, cette capacité à se dire que tout est possible, qu'on peut forcer le destin, qu'on peut forger la réalité. Et quelque part, c'est un petit peu peut-être ce qui s'est passé et qui aujourd'hui risque de coûter à l'Amérique beaucoup. C'est qu'il n'est pas un Superman. Alain l'a souligné, c'est un homme de 80 ans qui a des problèmes de santé qui ont été remarqués par des observateurs aguerris. Il a les chevilles, par exemple, qui enflent. Je ne parle pas en termes figuratifs, mais en termes littéral, qui sont des signes de mauvaise circulation sanguine, problèmes cardiaques. Et là, on apprend, alors je ne sais pas si c'est vérifié ou pas, mais il semblerait que les 15 dernières heures, il a été admis à l'hôpital militaire de Walter Reed, qui est en général le site où les présidents américains vont se faire leur visite médicale routinière, mais aussi soigner lorsqu'il y a un problème. On n'a apparemment pas vu de publication sur son réseau Truth Social depuis. Et donc, voilà, ça pose question parce que il y a aussi tout ce qu'on a pu voir récemment dans ces discours qui sont en fait des élucubrations. Il semble être complètement en train de divaguer. Certains parlent même de symptômes de démence. On l'a vu se mettre en scène avec son guide spirituel, qui est une évangéliste complètement dingo, il faut le dire. Et oui, on dirait un peu, alors c'est un mélange de Néron ou Caligula, je crois que c'est Pepe Escobar qui l'appelle Néo Caligula ou George Galloway. Voilà, en fait, il y a quelque chose qui cloche. On n'est pas en mesure de dire exactement de quoi il s'agit, parce qu'encore une fois,
la communication politique est complètement verrouillée. Mais pour ceux qui observent Trump depuis 10 ans et même avant, ce n'est pas juste du Trump pur jus, fantasque, même un peu charmeur, rigolo. Non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et son dernier discours, il parle même il se compare à Moïse qui écarterait les rivages de la mer Rouge pour guider le peuple hébreu vers je ne sais quel. Là, on est vraiment, voilà. C'est là que la thèse de M. Soral la semaine dernière, quand on parlait de la partie d'échecs à 5 dimensions, qu'il allait être peut-être l'agneau sacrifié. Puis si on dit là que si vous m'apprenez ça ce soir, Monsieur Develay, qu'il serait en tout cas disparu, on dit l'expression québécoise, ça fitterait dans le scénario de ce que Alain Soral nous a parlé. Puis quand on écoute ce discours-là, Monsieur Soral, je ne sais pas si vous l'avez écouté, je vais peut-être juste un petit extrait, là. Ça reprend, elle dit que comme Jésus il a été trahi, on ne compare ni plus ni moins à Jésus-Christ là, dans cette introduction-là, avant son adresse à la nation. C'est ça que je voulais vous dire. On attribue souvent le fanatisme religieux aux méchants ayatollahs iraniens, mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans un délire mystique du côté de l'administration Trump. Est-ce que je me trompe? Ben, ça, c'est ce que j'avais déjà abordé, cette idée qu'en fait, on était face à 3 théocraties et pas 2 démocraties face à une théocratie, puisque, bon, si la République islamique d'Iran est une théocratie, tout en étant quand même une république, hein, je le rappelle, Israël est une théocratie, puisque à défaut de constitution, la constitution par défaut de l'État d'Israël, c'est la Torah, donc c'est une théocratie. Hein, et d'ailleurs, aujourd'hui, il l'affirme que le projet du Grand Israël est validé par la Torah et par Dieu. Quant aux États-Unis aussi, ils ont une dimension théocratique. Ils sont une forme d'Israël aussi, puisqu'en fait, ils pensent dès la création des États-Unis, qu'ils ont une destinée manifeste et que ce nouveau pays est une sorte d'Israël aussi. Donc en fait, on a 3 théocraties face à face. Une théocratie chiite et de l'autre côté, une alliance théocratique, on va dire, judéo-chrétienne. Elle est vraiment judéo-chrétienne, celle-là. C'est-à-dire le chrétien est assumé par l'américain évangéliste et puis le judéo par le judéo. Donc la question est de savoir de ces 2 en fait, théocraties face à face, puisqu'on va dire que l'alliance israélo-américaine est une théocratie finalement, parce qu'on découvre aujourd'hui que c'est pratiquement une même entité, et la question est de savoir si c'est le judéo qui domine le chrétien ou le chrétien qui domine le judéo. Et moi j'avais déjà dit par rapport à Éric Zemmour en France, puisque moi mon combat principal est en France, que le judéo-christianisme, c'est 2 milliards 500 millions de chrétiens qui obéissent à 15 millions de juifs. Hein. C'est ça le judéo-christianisme. Il y a un petit problème de proportion et d'absence de légitimité, on va dire, démocratique, puisque la légitimité démocratique est fondée, comme vous le savez, sur le plus grand nombre, normalement. Hein. Et il semblerait, quand on écoute le sérieux des Iraniens, si tant est qu'on nous laisse les écouter, et qui sont quand même des gens posés, d'un certain âge, empreint d'une certaine sagesse religieuse, même si elle est religieuse, et qu'on voit les discours délirants de Trump qui ose parler alors que c'est un cow-boy sans aucune profondeur historique, qui ose prétendre ramener à l'âge de pierre la Perse millénaire. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je ne sais pas s'il s'adresse qu'à des rednecks abrutis de 80 de QI, mais oser sortir quand on est le président de la plus grande démocratie du monde et qui, depuis 1945, prétend être le phare de la civilisation occidentale, sortir des grossièretés pareilles, c'est humilier le monde auquel j'appartiens. On a honte, quoi. On a honte. Hein. Et quelque part, c'est sur ma thèse de la stratégie du fou, on se demande si dans une conception de ruse hegelienne, Trump n'est pas là par la catastrophe qu'il incarne actuellement pour nous montrer, pour incarner en fait le déclin américain et pour délégitimer l'Amérique qui était quand même à la tête comment dirais-je, du monde depuis 1945. En réalité, il accomplit le destin que Todd voit pour l'Amérique, c'est-à-dire il incarne au sens le plus complet du terme, l'effondrement américain dans tous les sens du terme. Hein, parce que ça va être un effondrement
avec peut-être une nouvelle défaite militaire qui succède quand même à un certain nombre de défaites, hein, la dernière étant celle qui s'est passée à Kaboul. Un effondrement aussi économique, puisque en ce moment, il dépense énormément d'argent pour une guerre qui n'a pas de rentabilisation ni immédiate, ni d'ailleurs ni future, alors qu'il avait été élu pour s'intéresser à l'Amérique intérieure, à ses problèmes d'infrastructure, d'emploi et de réindustrialisation. Et tout ça, ben, forcément, c'est le contraire de ce qu'il fait en ce moment. Finalement, Trump, au lieu d'incarner le redressement américain, qui était déjà quelque chose de très difficile à accomplir quand on lit Todd, parce qu'en fait les signaux sont trop... L'Amérique est trop affaiblie déjà pour pouvoir faire autre chose que gérer un atterrissage en douceur. Moi, c'est ma théorie qui s'appelle un retour à la doctrine Monroe, hein, c'est-à-dire se replier d'un empire monde à un empire continent, en faisant comprendre à ses autres partenaires mondiaux, la Chine et les États-Unis et les Russes, que c'est ça le deal. Et d'ailleurs, on espérait effectivement qu'il y ait un deal avec les Chinois et qu'il y ait un nouveau Potsdam, et qu'effectivement on rentre dans une période de paix et d'équilibre. Or là, Trump va jusqu'au bout de l'hubris, qu'on va dire judéo-protestant, et aller jusqu'au bout de l'hubris judéo-protestant, ce n'est pas redresser l'Amérique ou même aller de Israël au Grand Israël, c'est probablement faire tomber l'Amérique encore plus bas qu'elle n'est, et peut-être aussi, on peut parler d'Israël, c'est que ce projet du Grand Israël risque de finir en petit Israël et en plus d'Israël du tout. Et l'inconnu, là je le dis avant d'oublier, c'est quand même les Iraniens. Est-ce que les Iraniens vont tenir ou pas? Parce qu'en fait, toutes les spéculations s'arrêtent sur ce point d'interrogation. Est-ce que les Iraniens vont tenir ou pas? Si l'Iran s'effondre à cause de la brutalité militaire américaine, on peut imaginer que Trump sorte gagnant en disant « Voyez, j'ai gagné », et que d'un seul coup, le patriotisme américain en refasse une vedette, même sur le plan de l'espoir électoral. Je pense que c'est derrière ça qui court de manière désespérée maintenant. Une victoire pour dire « Voyez, j'avais raison, c'était gagnable, on l'a fait ». On l'a fait pour le monde entier, on verrait déjà tous les discours qui vont être mis en place. On s'est sacrifié pour le monde, etc. etc. Mais si l'Iran tient, le destin de l'Amérique et le destin d'Israël sont très mal en point. Et là, effectivement, finalement, Trump jouerait son rôle de dernier empereur marquant la chute méritée du nouvel empire romain. Arnaud Develay. Oui, je pense effectivement je pense d'ailleurs que c'est le cas aujourd'hui, hein, après 5 semaines de conflit. Je pense qu'on est d'ores et déjà dans une situation où, côté américain, on ne peut espérer quelque chose mieux qu'une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire peut-être un usage d'armes stratégiques, mais qui finirait vraiment par jeter l'Amérique dans le discrédit, comme on dit, au génomie. Oui, l'Amérique au génomie. Et partant de là, c'est ce qui fait l'Amérique, c'est que les gens ont toujours été, à travers le monde, fascinés par ce pays. Et là, ce serait vraiment une banqueroute morale sans précédent dans l'histoire du monde. Même si on sait qu'ils sont les seuls à avoir utilisé l'arme déjà 2 fois, pour beaucoup de générations, c'est quelque chose qui reste encore assez abstrait. C'est le tabou ultime, en fait. Hein. Et le problème, c'est qu'il semblerait qu'on soit sur cette pente, parce que, comme le dit Alain, Trump, et ça c'est aussi intrinsèque à sa personnalité et à lui, n'est pas quelqu'un à s'avouer vaincu. Il est prêt à jouer à la surenchère, doubler, tripler, et jusqu'à ce que ça tombe dans le sens où ils le veulent, quoi. Et pour peu qu'effectivement, avec ces dossiers Epstein, ils ne puissent pas considérer revenir au statu quo ante et être harcelés, cernés par ces dossiers qui n'en finissent pas de révéler l'ampleur de la faillite morale de l'establishment états-unien, mais pas que d'ailleurs. Je pense que le danger, c'est ça, c'est jouer la surenchère, essayer de rebondir de telle sorte qu'on crée un événement, une réalité
perceptible par le plus grand nombre à l'échelle mondiale qui fasse passer les dossiers Epstein pour de la petite bière. Et là, ça devient, je pense, très dangereux parce que on a des retours aussi qui laissent entendre que les avions, les F-35 américains qui nous avaient été vendus comme étant le nec plus ultra de l'aviation de combat, se font descendre en plein ciel par les Iraniens, qu'ils ont tenté d'envoyer 2 hélicoptères Black Hawks pour récupérer le pilote. Ça s'est traduit en Bérésina. Mais encore une fois, c'est complètement caché. On nous cache tout. Et ça expliquerait d'ailleurs pourquoi les 12 sur les 15 ont été limogés. Parce que là, on est dans la logique du conseil d'administration d'un consortium dit Trump. Et il faut que quelqu'un paye le prix. Et donc voilà, c'est un petit peu la situation dans laquelle on est. Victoire à la Pyrrhus à tout le moins, ou alors pratiquement c'est le Titanic. Parce que une explosion nucléaire, ou même l'usage d'une arme dite à neutrons, je veux dire, quand on entend les 10 responsables... Après ce qui s'est passé avec le ministre Eliyahu Ben-Gvir... Oui, excuse, c'est la bonne transition, parce que, voilà, exactement, je vais laisser le parler. Écoutez ça, là, sur cette bombe tactique, là, on a réussi à le traduire juste avant l'émission. Puis on vous fait écouter ça, là, parce qu'il y en a plusieurs là, qui remettent ça en question. Il n'y a pas de danger, il n'y aura pas de guerre nucléaire. Mais là, on en parle directement dans les nouvelles. On écoute ça. Ministre Ben-Gvir qui veut répondre en premier. Pourquoi n'utilisons-nous pas ce qu'on appelle une bombe à neutrons? C'est une sorte de bombe atomique qui n'endommage pas les bâtiments. Elle tue tous les gens de manière limitée, partout. J'ai compris que... Ministre Ben-Gvir, qu'en dites-vous? Il a répondu le premier, laissez-le. J'ai compris. J'ai compris que Ben-Gvir ne veut pas s'en mêler. Après ce qui s'est passé avec le ministre Eliyahu Ben-Gvir ne comprend pas qu'il a soudainement dépassé par la droite. Il ne comprend pas ce qui se passe ici. Il me pose des questions sur l'atome et tout. Il ne comprend pas ce qui se passe ici, oui. D'ailleurs, cela pourrait sauver de nombreuses vies humaines. Je n'utilise pas le terme atome, mais j'ai vu... On appelle ça une bombe à neutrons. Au cours du dernier week-end, divers rapports ont fait état du fait qu'Israël aurait frappé une base de missiles située dans la zone du détroit d'Ormuz. Oui, un boom de fou. Oui, c'est ce que je sais. Attends. Elle a utilisé une arme non conventionnelle? Je n'ai pas dit ça. Absolument pas. Je ne pense pas. C'est pas le style d'Israël de préserver son honneur. Ricklin. Oui, je connais votre sourire. Je connais votre sourire, ministre Ben-Gvir, depuis de nombreuses années. Vous cachez quelque chose? Allez, une seconde. Non, sérieusement. Je suis membre du cabinet restreint. Ma responsabilité est 1 million de fois plus grande. Moi, ma position est connue et je la dis de la manière la plus simple. Nous devons anéantir le régime terroriste iranien. Pas seulement pour détruire... Ouais, lui, là, je l'ai découvert, messieurs, là, cette face-là, là, puis je l'ai vu fêter aussi une loi qui ont passée cette semaine à leur Parlement qui valide là, la peine de mort à des Palestiniens dits terroristes. Parlez-moi un peu de cette dynamique-là. On est face quand même à des gens qui ne sont pas hantés par l'humanisme et qui sont très 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 loin de ce qu'on appelle la civilisation chrétienne. C'est des gens qui ricanent sur l'idée d'extermination de masse et qui ont en plus visiblement perdu tout sens moral, parce qu'en fait ils ont un espèce de bouclier qui est leur dieu vengeur et suprémaciste, et ça a stérilisé totalement leur respect de l'autre et la conscience de l'autre, qui est quand même la clé de la civilisation chrétienne, qui je rappelle, est notre civilisation. Hein, le souci de l'autre, qui fait qu'on a opéré un saut qualitatif moral dans l'histoire, sans doute par rapport à la période précédente, qui est la nôtre, qui est la période gréco-romaine. Hein, cette idée, le Christ a porté l'idée de l'amour, ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on fasse à toi-même, hein, et la phrase « aimez-vous les uns les autres » qui empêche quelque part que l'hubris humain consubstantiel à son intelligence abstraite l'entraîne vers le chaos et sa propre destruction. Il y a un sens très profond dans le message de ce qu'on appelle le logos chez nous, c'est-à-dire cette unité dans le Christ de la raison et de la charité. Là, on est face à des gens qui sont l'ennemi psychopathique de cette vision du monde qui est absolument nécessaire, surtout nécessaire dans une période, je dirais, effective et incontournable de mondialisation. Hein. C'est-à-dire que
si on n'a pas cette conscience de l'autre et cette idée que le monde doit être partagé, et qu'on est sur cette idée de domination telle que la décrivait De Gaulle dès 67, hein, ce peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur, là on voit qu'on est face à des psychopathes qui ont perdu tout sens moral, donc toute mesure, et qui ont en plus les moyens, effectivement, par la maîtrise qu'ils ont de la puissance atomique, puisque la France leur a donné la bombe. Enfin, c'est une des trahisons françaises de la 4e République, hein, sur lequel n'a pas pu revenir De Gaulle, plus le contrôle qu'ils ont sur l'Amérique. Ces gens-là sont capables de faire péter la planète. Et c'est ce qu'abordait tout à l'heure Arnaud, c'est que face à une victoire militaire qui est de chaque jour remise en question, il leur reste à ces gens, notamment à Trump, qui a plus le profil d'un joueur de poker que d'un joueur d'échecs, il y a ce qu'on appelle faire tapis. Hein. Et faire tapis, c'est faire péter la grosse bombe. Alors, évidemment, ça leur permettra de gagner, mais à un prix qui est dramatique, c'est de se mettre à dos le reste de l'humanité. Hein. C'est-à-dire que là, il sera évident que le problème, c'est d'ailleurs une question qui est de plus en plus présente en France. Est-ce que le problème en France, c'est l'antisémitisme, ou est-ce que le problème en France, c'est la domination des suprémacistes juifs qui sont aujourd'hui à la tête de la France à travers le CRIF et qui n'existent plus au nom de la Shoah, c'est-à-dire d'être fragiles et persécutés qu'il faut protéger, mais aujourd'hui de gens qui règnent ouvertement au nom de la Torah et d'une lecture littéraliste de la Torah, hein, c'est-à-dire racialiste de la Torah, et qui prétendent qu'ils sont le peuple élu, que la terre leur est promise et que les autres humains leur ont été destinés par Dieu comme esclaves. Hein. On en est là aujourd'hui. Et ça, forcément, dans un monde qui nous a imposé, après 2 siècles d'humanisme, hein, ce qu'on appelle le progressisme, et qui a culminé à Nuremberg, qui nous a imposé le racisme mondial et l'humanisme mondial, ces gens-là sont tellement à rebours de tout ce processus qui, je le rappelle, qui leur a permis de se hisser au sommet du monde, hein, que ça ne peut pas passer, c'est ça l'idée, ça ne peut passer que par une dictature mondiale et un régime de terreur mondiale. Et ces gens-là n'ont pas les moyens de l'exercer. Parce que même s'ils l'exercent mentalement sur ce que nous sommes, c'est-à-dire des juifs mentaux, parce que nous sommes des monothéistes abrahamiques et des chrétiens, et quelque part on est sous leur domination, notamment depuis Vatican II, je ne vois pas comment ça peut passer chez les Chinois, comment ça peut passer chez les musulmans, qu'ils soient d'ailleurs indonésiens, mélanésiens ou perses ou arabes. Donc on est face à des gens qui sont mus par une force psychopathique qui ne peut que mal finir. Alors la question, c'est de savoir si ça va mal finir pour nous tous, ou ça va mal finir pour eux. En fait, l'alternative, elle est là, c'est que ça peut pas bien finir. Et la question, c'est est-ce que ça finit mal pour tout le monde, ou est-ce que ça finit mal juste pour eux? Et moi, qui ai le goût de l'économie des vies humaines, je préférais que ça finisse mal que pour eux. Et c'est là où je dis que Trump est quand même quelque part dans une stratégie du fou qui le dépasse, c'est qu'il accélère cette prise de conscience. Il l'accélère. Hein, c'est-à-dire, on a un vrai problème avec l'Israël au sens le plus générique, le plus éternel et le plus religieux du terme. Hein. Ils redeviennent le problème et on est en train, je dirais, de revenir aux années 30, là, hein, d'une certaine manière. Mais pas de leur fait, en réalité, de leur fait. Arnaud, c'est l'idée là, que certains influenceurs du Québec disent que Trump se garde Israël comme dessert. Soyez confiants, suivez le plan. En prend pour son rhume là, ces derniers jours. Oui, écoutez, on va faire preuve de charité chrétienne et éviter d'abonder dans ce sens ou de mentionner des noms, mais je pense que la situation est trop grave pour se laisser divertir à penser qu'il y a effectivement un billard à 10 bandes. Moi, ce qui m'interpelle, je repense à la séquence qu'on vient de voir, c'est, alors déjà, bon, ils rigolent tous, mais la deuxième, c'est aussi, l'un d'entre eux dit à un moment donné, ça permettrait de sauver des vies humaines. Donc en fait, eux, c'est des humains et les autres ne sont pas des humains, en fait. Ça semble assez incroyable à croire, mais quelque part, il faut les écouter parce que ces gens-là, comme on leur a donné un quitus depuis des décennies dans des élucubrations diverses et variées, sans qu'il y ait de conséquences, ils sont arrivés à un point maintenant où il faut juste les laisser parler. Et dans ce contexte-là, c'est quelque chose que fait par exemple Youssef Indy depuis quelques années déjà, où tout ce qu'il écrit, il le cite directement de leurs responsables dignitaires religieux
ou de leurs textes sacrés. C'est-à-dire que tant que c'était quelque chose qui restait à la marge, si je puis dire, un peu dans le contexte, on va dire un fantaisiste, ça pouvait prêter à sourire. Mais là, le problème, c'est qu'on a ces gens-là qui sont à la tête d'un État doté d'armes qui peuvent infliger une destruction absolument inimaginable. Et qui pensent que c'est comme une espèce de script hollywoodien, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a il y a eux, l'incarnation si je puis dire, d'une forme de supériorité intrinsèque sur Terre, et puis tout le reste, qui sont en fait tantôt de la quantité négligeable, et pour le reste, comme le dit Alain, je crois qu'ils en sont d'ailleurs eux-mêmes à chiffrer quelque chose comme 6000 esclaves par tête de pipe, quoi, pour ceux qui resteront encore parmi les ruines. 2700. 2700. C'est des gens. 2000, oui, voilà, 2700. Oui, c'est 2000, les 6000, parce que c'est toujours, il y a le chiffre 6 symbolique qui revient très souvent. Mais là, je crois que c'est 2700 et quelques. Oui, mais ils en sont à discuter du nombre d'esclaves goyim que Dieu leur a promis. Oui, on en est là. Ouais. Messieurs, parlez-moi aussi, on s'en est parlé avant l'émission, Arnaud, de l'Exode, là, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des pétro-monarchies qui risquent de disparaître du jour au lendemain. Donc, il y a des gens là, qui doivent se préparer des lieux d'atterrissage. Puis on entend parler de toutes sortes de rumeurs où il y a beaucoup d'Israéliens qui iraient rejoindre leurs amis nazis en Amérique du Sud. Est-ce que vous avez de l'information là-dessus? Oui, le projet a un nom d'ailleurs. Hein. C'est quoi le nom de ce projet de colonisation de la Patagonie? Andana ou Andania, je crois qu'il y a les deux orthographes. Oui, on sait très bien que récemment, il y a eu un scandale qui a été dénoncé. C'est que des Israéliens, donc des suprémacistes juifs, hein, parce que c'est synonyme, incendiaient des forêts qui normalement au sud de l'Amérique du Sud sont des terres réservées à des tribus selon certaines règles, et ils les incendiaient volontairement parce que dès lors qu'elles sont incendiées, elles peuvent être mises sur le marché pour être vendues. Et on sait, c'est le paradoxe en ce moment, c'est que il y a à la fois le projet du Grand Israël, et il y a à la fois l'idée que l'Israël actuel va disparaître et qu'il faut que ces suprémacistes juifs se repositionnent ailleurs, et on voit très bien qu'il y a quand même un travail en ce moment d'achat de terres, de positionnement en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Patagonie. Il y avait même d'ailleurs un projet qui est fragilisé qui s'appelait l'Ukraine, n'oublions pas. On peut même se demander sur cette guerre qui a été organisée par des oligarques juifs ukrainiens en manipulant des hooligans à qui des juifs ont persuadé qu'ils étaient des Slaves, non, qu'ils étaient des Aryens dont le destin était d'aller tuer le plus de Slaves possible. On a l'impression que cette espèce de génocide slave qui a été organisé en Ukraine, puisqu'en fait, cette guerre russo-ukrainienne est en fait un génocide de Slaves, hein, il ne faut pas oublier, ce sont des gens du même monde qui se tuent, et il y avait peut-être derrière, avec ces oligarques, cette idée qui est quand même assez constante, c'est que n'oublions pas que pour ces Ashkénazes qui, en fait, sont à la tête d'Israël, la vraie Jérusalem ashkénaze, c'est Odessa. Hein, et donc, il y avait sans doute le projet derrière cette guerre qui a été voulue par ces oligarques qui ont mis en place Zelensky. Zelensky, qui, je le rappelle, est un type qui vient de la télé-réalité, comme Trump, ou de l'atelier théâtre d'ailleurs, comme Macron. C'était déjà le cas de Tony Blair à l'époque. Oui, on est passé aujourd'hui, il y a toute une génération en place qui sont des gens qui en fait, ça a commencé avec Reagan, qui sont en fait des acteurs. Je rappelle, ce ne sont pas des gens formés à la politique, c'est des gens qui ont été formés dans des ateliers de théâtre et dans des trucs de télé-réalité. Donc ça aussi, c'est un marqueur très fort sur les gens qui sont à la tête des démocraties occidentales. En tout cas, pour revenir à mon sujet, il y avait cette idée que sans doute qui a été bloquée un peu par Poutine, c'était de faire de l'Ukraine, d'une partie de l'Ukraine, la nouvelle ou la deuxième ou la troisième Israël. Donc on a à la fois des gens qui prétendent accomplir le Grand Israël, et en même temps des gens qui mettent en danger la survie même de l'Israël tel qu'il est, et qui, en même temps qui prétendent faire le Grand Israël, sont en train
déjà de s'acheter je dirais, des habitations secondaires un peu partout, au cas où ça finirait mal. Et une fois de plus, ceux qui seront abandonnés sont ce que j'ai appelé moi les juifs du quotidien, qui n'auront pas les moyens, hein, qui n'ont pas les moyens de fuir et d'aller s'installer ailleurs, comme d'ailleurs les plus bellicistes sionistes de tous, hein. Je rappelle que Bernard-Henri Lévy est sans doute le sioniste le plus belliciste de tous les juifs de France, mais lui n'a jamais passé plus d'une semaine dans un hôtel en Israël et a des propriétés absolument partout, notamment à Marrakech, hein, propriété qu'il avait rachetée à Alain Delon, et que ces juifs-là, qui poussent à la Troisième Guerre mondiale, ont déjà les moyens d'aller se planquer un peu partout, et ceux qui seront sacrifiés seront, je dirais, le petit peuple juif israélien. Il ne faut pas oublier cette lutte des classes qui existe à l'intérieur de la communauté juive et qui est masquée par la peur de l'antisémitisme et qui est ce problème fondamental que je dénonce depuis un moment, l'impossibilité pour les communautaristes de déchirer le voile communautaire qui les empêche de comprendre les antagonismes de classe qui existent absolument chez tout le monde et aussi chez les juifs. Hein. Le judaïsme n'abolit pas la lutte des classes. Hein. Vous voyez, ça c'est une formule qu'il faut retenir. Et aujourd'hui, nous avons ces juifs du haut qui sont en train de sacrifier d'une certaine manière, par leur hubris, leur folie, les juifs du bas. Hein. On peut être très inquiet pour l'avenir des Israéliens qui n'ont pas les moyens d'aller se planquer en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Patagonie et ailleurs, alors qu'on sait que beaucoup de milliardaires de cette communauté depuis des années se construisent des espèces de bunkers, d'abris, s'achètent des propriétés immenses, etc., etc. Ça, c'est un sujet qu'il faut absolument aborder pour ne pas tomber justement je dirais, dans un espèce d'idéalisme ou de conception abstraite de l'antisémitisme. Il y a un vrai problème à montrer, c'est qu'il existe une lutte des classes à l'intérieur du monde juif, et qu'en ce moment, les élites juives autour de Trump, qui d'ailleurs spéculent sur une crise à venir, on le sait, il y a des transferts de capitaux en ce moment, il y a des prises de position très marquées sur le marché, il y a des gens en ce moment qui font de l'argent de cette communauté sur la souffrance de ceux qui sont, je le rappelle, en ce moment sous les bombes, et qui passent leur vie dans les abris en Israël et qui voient leur pays, il y a une énorme censure, détruit chaque jour, avec une économie totalement en panne, des élites qui quittent le pays parce que effectivement c'est un pays relativement sans avenir, ce qui fait qu'à un moment donné ne resteront en Israël que je dirais, c'est les Israéliens pauvres qui, eux, auront été, une fois de plus, parce que c'est déjà arrivé dans les années 40 en Europe centrale, auront été sacrifiés par leurs élites. Hein. C'est quelque chose qui j'aimerais malheureusement que les Juifs qui ont Israël à la bouche et au cœur toute la journée sans comprendre qu'à un moment donné, ils ne seront pas les gagnants de la fête, j'aimerais qu'ils arrivent à déchirer le voile du tribalisme et à comprendre qu'existe une lutte des classes féroce à l'intérieur de leur communauté et que leurs élites n'ont jamais hésité à les sacrifier. Oui, c'est ça que j'apprenais, M. Sarral. J'ai pas votre culture, mais que dans leurs écrits religieux, ou je sais pas trop, là, que le sacrifice ultime pour un juif, c'est la mort d'un juif. Et donc, c'était comme ça. Arnaud Develay, pour enchaîner sur M. Sarral. Oui, non, ben, j'ai pas trop à rajouter. Enfin, moi, j'ai toujours une séquence qui me revient à l'esprit, c'est la tournée de promotion de l'écrivain israélien Shlomo Sand, un historien à l'université de Tel Aviv, qui a écrit 3 livres à l'époque, en 2009, je crois. Il était en promotion pour le premier de ces 3 livres, Comment le peuple juif fut inventé. Et quelque part, c'est intéressant parce qu'il remettait sur la table les arguments qui avaient valu à quelqu'un comme Garaudy en France, un écrivain, un historien très réputé avant qu'il éprouve les fourches codines, si je puis dire, sur les mythes fondateurs de l'État d'Israël. Et Shlomo Sand décrivait dans son livre, en fait, qu'il n'y a jamais eu d'exode, qu'après des recherches approfondies, des excavations, des fouilles, ils n'ont jamais trouvé de pièces de monnaie, de quoi que ce soit qui laisserait entendre qu'il y a eu un exode en 70, 73 après notre ère, enfin de notre ère. Et je me souviens qu'à un moment donné, il s'est retrouvé face au prédécesseur de Madame Yadan, dont nous allons certainement parler aujourd'hui, Monsieur Mayer Habib, et ça a été une confrontation assez houleuse, où à un moment donné, Monsieur Shlomo Sand, le professeur Shlomo Sand, lui dit, mais enfin vous, en fait, ça vous importe peu, vous vivez ici
Vous vivez pas en Israël. C'est pas du tout votre réalité. Vous vivez à Paris. Vous faites des allers-retours de temps en temps pour une semaine ou deux durant l'été. Mais voilà, vous mettez en motion des événements, des séquences dont vous savez très bien, in fine, que vous n'y seriez pas assujetti en termes de conséquences. Et pour moi, c'était quelque chose qui m'était resté parce que en fait, ça résume tout. C'est qu'on a effectivement, et Alain fait bien de toujours le rappeler, il faut toujours garder à l'esprit cette analyse néo-marxiste de la lutte des classes, de système de tiers, dont d'ailleurs des penseurs marxistes de confession juive comme Abraham Léon, et on ne peut que conseiller à nos auditeurs de se renseigner sur cet auteur, Abraham Léon, qui avait une approche dialectique marxiste du judaïsme, et il expliquait lui-même dans son livre que on ne peut pas construire un pays avec des professions libérales ou des patrons. Voilà, à un moment donné, il faut qu'il y ait un prolétariat et que quelque part. Livre édité chez Contre-Culture. Contre-Culture, effectivement. Voilà, c'est un livre qui est édité chez Contre-Culture, donc si les gens veulent le lire, c'est sur la notion de peuple-classe, effectivement, et Abraham Léon, qui est un trotskiste belge, juif, effectivement, a réintroduit la question indépassable des rapports de classe et de la lutte des classes à l'intérieur du judaïsme, et on ne voit pas pourquoi ce peuple échapperait à cette réalité fondamentale des antagonismes liés à la production entre ceux du bas et ceux du haut. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut absolument avoir en tête pour ne pas sombrer dans, quelque chose qui serait de l'antisémitisme, justement, si l'antisémitisme existe, c'est celui-là, c'est-à-dire une vision totalement idéaliste de la réalité juive, parce que ça, c'est tomber dans le piège, justement, des manipulateurs juifs, de faire croire que ce peuple échappe aux déterminations qui structurent en réalité tous les autres peuples et les autres nations. Et bien rappeler que historiquement, les Juifs sont dans une dialectique de l'élection et du martyr, hein, et ils sont martyrs parce qu'élus, puis élus parce que martyrs, hein, mais que ceux qui jouent de cette dialectique de l'élection et du martyr, en fait, on joue à leur profit, c'est-à-dire que c'est le martyr des uns qui fait l'élection des autres. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Et que c'est à chaque fois la même chose. C'est à chaque fois la même chose. Et ça, c'est quand même une main tendue, parce que moi, je suis à la fois grec et chrétien, hein, je suis dans la raison et dans la charité. C'est une main tendue quand même, on va dire, aux gens qui sont piégés aux Juifs qui sont piégés dans le projet israélien et qui sont nés là-bas. Je rappelle, moi j'ai des amis israéliens qui, voilà, leur phrase c'est « je suis né israélien, je n'ai pas choisi, c'est le pays de mes parents », parce que maintenant on a suffisamment de recul pour qu'il y ait presque des petits-enfants, hein, c'est le pays de mes parents, voire de mes grands-parents. Et ces gens-là sont face effectivement à une catastrophe qui est commanditée, je le rappelle, par des gens. Bon, à part les 2-3 fous qu'on a vus là, qui sont censés vivre là-bas, on aimerait bien savoir où il y a Netanyahou d'ailleurs, hein, on aimerait bien savoir. Mais les autres, ils pilotent ça, je rappelle, de New York. Il suffit de regarder ces élites qui pilotent la communauté juive, que ce soit des Bronfman ou des Rothschild. Leur condition de vie n'a rien à voir avec la vie du juif, de l'israélien du quotidien, et ils ne vivent pas en Israël. Ils décident à distance, avec toujours le moyen d'échapper aux conséquences de leurs décisions. Et c'est ça qu'il faut quand même avoir bien en tête aujourd'hui, pour rester, je dirais, quelqu'un qui est dans la raison et dans la morale. Hein, parce que je rappelle que ces gens vont tellement loin aujourd'hui. On est tellement, si on pense à la France avec la loi Yadan et la manière dont se comportent ces gens en ce moment, on est tellement dans le trop c'est trop, et je rappelle que le trop c'est trop, c'est ce qui entraîne le pogrom. Moi je parlais avec Gilad Atzmon, qui est un juif qui a fait un travail d'autocritique jusqu'au bout, et quand je lui disais mais c'est quoi un pogrom, il me disait c'est quand les Cosaques décident que trop c'est trop. Hein. Et là, on est assez près du trop c'est trop. Et ce qu'il faut anticiper aujourd'hui, je dis, c'est sur la déferlante de colère qui va à un moment donné se déverser sur une communauté qui va être prise dans son ensemble,
alors que beaucoup ne sont pas décisionnaires, sont pris dans un truc, hein, sont pris exactement comme à un moment donné, on met sur le dos des Allemands l'épopée nazie, alors que je rappelle que électoralement, les nazis n'ont jamais eu la majorité électorale. Ils ont jamais plafonné au-dessus de 35% par les voies, je dirais, démocratiques. Voyez. Et à un moment donné, il va falloir essayer, malgré, et je suis légitime pour être un peu agacé et en colère compte tenu de ce que ces gens me font subir pour plus de 20 ans, il va falloir essayer de garder, raison garder, comme on dit, dans un traitement qui ne soit pas justement un traitement où on obéit à leur catégorie, où ils nous font croire qu'à un moment donné, le monde juif est unique, que tous les juifs sont identiques et qu'ils sont un seul homme. En réalité, il y a voilà, des gens qui ont des positions, des intérêts totalement contraires à l'intérieur de cette communauté, et malheureusement, ceux qui décident pour les autres sont la petite minorité. Bernard-Henri Lévy est le meilleur exemple de ça. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a un autre personnage dont je rappelle la phrase canonique, c'est ce pays mérite notre haine en parlant de la France. C'est Finkielkraut qui vient de sortir un bouquin à qui ce suprémacisme théologico-racial commence à faire peur, et qui est comme il est quand même relativement formé à la philosophie, c'est-à-dire à la culture grecque, même si c'est un peu abusif de le considérer comme philosophe, parce que pour moi, de toute façon, il n'a pas les diplômes, hein. Il a un diplôme de lettres modernes et d'anglais. Il essaye aujourd'hui de s'inscrire dans un positionnement en tant que figure juive d'élite, puisqu'il est académicien. Il commence à prendre ses distances de façon très marquée avec la dérive suprémaciste raciale de l'État d'Israël, alors qu'il est jusqu'à hier un soutien inconditionnel d'Israël, hein. Alors est-ce que c'est tactique ou est-ce que c'est moral? Mais en tout cas, lui sent bien qu'on va vers quelque chose qui risque de mal finir, et il commence à prendre ses distances. Celui qui n'a encore jamais pris ses distances et qui pour moi est un psychopathe en chemise Charvet, c'est Bernard-Henri Lévy. Il faudra un jour que la communauté juive sanctionne, je dis bien, sanctionne un type comme Bernard-Henri Lévy pour le mal qu'il aura fait à sa communauté en prétendant la guider, hein. C'est un type vraiment qui est une figure noire du judaïsme. Il est lui aussi dans une forme de psychopathie. Il ne fait jamais aucun travail de réflexion, il n'intègre jamais le réel dans ses positionnements, dans ses conseils et dans ses volontés. Je rappelle, c'est un type qui, depuis la fin des années 70, promeut absolument toutes les guerres néocoloniales occidentales, hein. Et il est toujours à plastronner dans les médias français, et il a toujours un poste de surveillance, en fait, de commissaire politique sur la chaîne franco-allemande d'élite Arte. Voilà, moi je reviens sur la France, mais il va falloir à un moment donné que tous ces comptes-là soient réglés, hein. Et je ne parle pas de la folle Yadan, là, qui essaie de faire passer une loi en ce moment, qui, je rappelle, en plein génocide de Gaza, interdit en France de critiquer l'État d'Israël sous peine de prison. Ce qui vaut à une députée européenne d'être arrêtée comme Rima Assad sans avoir même besoin de lever son immunité parlementaire. On est en France dans une espèce de délire, conséquence de gens qui ont pris le pouvoir sur le pays au nom, je dirais, d'un suprémacisme théologico-racial, hein. C'est la réalité aujourd'hui de la France. Et tout ça, compte tenu de ce qu'est la France par ailleurs, la France chrétienne, la France musulmane, la France humaniste, tout ça va très mal finir, hein. Et je rappelle que ça finit toujours mal pour les mêmes, hein. Ces gens qui se prétendent le peuple de la mémoire et le peuple du livre ont une mémoire sélective, parce qu'il faudrait quand même se rappeler ce qu'a très bien écrit et expliqué dans un livre dont je suis aussi l'éditeur, je le rappelle, qui est le livre de Bernard Lazare. Voilà, il serait temps que ces gens-là se mettent à lire les grands auteurs du 19e siècle de leur communauté pour comprendre ce qui risque de leur arriver demain s'ils continuent à déléguer l'autorité de leur communauté ou à ne pas s'opposer aux élites de leur communauté. Je rappelle, hein, le CRIF, hein, il est temps qu'ils s'y mettent, hein, parce que il est -5. Hein, voilà, avec la loi Yadan, on est vraiment dans le trop, c'est trop, là. La loi Yadan, là, ce que je comprends bien, là, puis on couvre ça avec Arnaud, on couvre ça avec Yann Rochdy, le phénomène America First, où il y a ils ont recruté il y a à peu près 2 mois 1000 évangélistes, des pasteurs les plus influents des États-Unis. Ils leur ont payé un voyage en Israël pour justement leur expliquer que être anti-sioniste, c'est d'être aussi antisémite,
C'est juste une façon détournée de projeter notre haine envers les Juifs. Donc, il y a beaucoup d'argent actuellement qui est investi dans cette contrôle de la pensée-là, Arnaud. Hein? C'est un phénomène qui, aux États-Unis, c'est très intéressant avec, encore une fois, la liberté d'expression. Puis je suis content, M. Soral, que vous fassiez le lien direct avec le travail que Nick Fuentes fait, parce que il y a inévitablement quelque chose là qui pourrait facilement tomber dans la haine des Juifs. Et c'est pas le but recherché, là. Je suis très d'accord aussi avec vous autres, là, en ce moment. C'est sûr que c'est pas des Tremblés du lac Saint-Jean, là, qui sont à l'origine de plein de scandales dans le monde actuellement. Mais il faudrait pas... il va falloir faire la différence aussi. C'est quelqu'un qui disait ça, puis je vais vous donner la parole par la suite. On a besoin d'une communauté juive qui participe à l'édification de l'humanité et non pas sa destruction. Arnaud Devenue. Je pense qu'Alain... Oui, OK. Oui, bah, je ne sais pas comment rebondir parce que moi, ça fait des années que je dis, chaque fois que j'étais au tribunal, j'étais toujours en train de dire je ne confonds pas les élites juives représentées par le CRIF avec les juifs du quotidien à qui qu'on ne consulte pas et à qui on ne demande jamais leur avis. Et j'étais condamné quand même systématiquement en tant que quelqu'un qui faisait l'amalgame, ce qui était faux, alors que dans le même temps, un type comme Éric Zemmour qui dit tout musulman est un islamiste puisque l'islam c'est l'islamisme, donc qui lui faisait l'amalgame, était relaxé en disant qu'il ne le faisait pas. Donc on a un vrai problème en France qui est non seulement la domination, on va dire, des suprémacistes juifs, qui s'appellent des sionistes, sur le personnel politique et le personnel médiatique. Aujourd'hui ça se voit avec les chaînes Drahi et les chaînes Bolloré, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne sioniste et une chaîne judéo-chrétienne qui tiennent le haut du pavé aujourd'hui des médias télévisuels. C'est incontestable, mais le problème c'est la justice. La justice française est passée aussi totalement sous domination et sous contrôle, ce qui est totalement obscène par rapport à ce qui est le droit romain et ce qui est censé être la République française. Et je viens de vivre la même chose en Suisse. Ce qui n'était pas le cas en 2021 est devenu le cas aujourd'hui en 2026. Et je voyais aujourd'hui le procureur qui se bat pour m'envoyer en prison en Suisse a eu le droit à un article dithyrambique dans une revue juive avec sa photo avec un grand sourire. Et donc c'est vraiment ça le problème, c'est la destruction en France de la justice, toujours par un processus qui est un processus, je le rappelle, de corruption, de menaces et de chantage. C'est un vrai travail de destruction en réalité, parce que personne n'adhère à cette vision-là pour des raisons, je dirais, de choix moral. En réalité, c'est toujours un mélange de carottes et de bâtons, c'est-à-dire de corruption et de menaces. Et c'est ça qui est triste, c'est que ça produit au sommet d'un pays comme la France des anti-élites. C'est-à-dire que tous les gens aujourd'hui qui ont en charge le pays ont des gens qui ont été corrompus ou soumis. Et c'est pour ça que le pays va aussi mal, je le rappelle. Le pays va très mal à cause de ça. Et tous ces sujets-là, à un moment donné, ramènent à la même source. Je vous dis, en ce moment, le marqueur, c'est la diabolisation incroyable de LFI, qui était quand même le parti formé par la gauche mitterrandienne pour lutter contre les identitaires qui sentaient l'avenir de la France compromis par le métissage forcé et qui s'appelait en fait le Front National. Et ces gens qui ont fabriqué la sensibilité LFI pour lutter contre, on va dire, le sursaut populaire français, aujourd'hui ont opéré un virage à 180 degrés, ont réintégré à travers Bardella et Marine, le FN devenu RN dans leur système, et sont en train de diaboliser en fait cette gauche antiraciste française qu'ils avaient eux-mêmes créée, qui est aujourd'hui la diabolisation de Mélenchon et de LFI, ce qui crée en France une situation de guerre civile larvée, particulièrement malsaine. Et derrière, voilà, ce sont encore les mêmes. Ce sont les mêmes qui ont créé cette situation de chaos, parce que leur stratégie de domination en étant minoritaire et illégitime est toujours le diviser pour régner.
C'est qu'on a, voilà, c'est une évidence. Et quand je dis ça, je parle effectivement de ce qu'on appelle la communauté organisée. C'est comme ça qu'on me l'a présenté quand on a essayé d'ailleurs de me racheter. On m'a dit la communauté organisée. Cette communauté organisée est derrière la cause de tout le mal français aujourd'hui. Et à un moment donné, il faudra quand même qu'elle rende des comptes face à l'histoire. Elle, et effectivement, qu'on arrive par un travail qui essaiera de surmonter une période qui risque d'être une période de colère et de violence, et qui nous permettra de faire le tri entre cette communauté organisée et ceux qui sont membres de cette communauté à la marge et dans une mesure qu'il est difficile d'établir et de mesurer. Hein, ce que j'appelle, il y a les juifs jusqu'à la trogne et les juifs sur les bords. Voilà. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que les juifs jusqu'à la trogne sont en train d'amener sur un chemin très dangereux les juifs sur les bords qui, effectivement, voilà, se sont pas posés toutes ces questions. Et malheureusement, à un moment donné, ils seront amalgamés dans cette colère qui est facilement, comment dirais-je, anticipable en termes de psychologie de groupe. Hein. Il suffit de lire, voilà, les livres que nous publions aussi sur la façon dont fonctionnent les groupes humains, hein, par rapport aux individus et aux intelligences. C'est ça le drame vers lequel on avance. Hein. C'est ça le drame vers lequel on avance. Hein. Ce trop, c'est trop. Et la loi Yadan est vraiment en train d'incarner ça totalement. Hein. Une petite minorité de gens qui, au moment où Gaza est encore fumant, prétendent, alors qu'ils représentent, je le dis, 1/6 de 1% de la population française, c'est-à-dire les gens liés statutairement au pouvoir du CRIF, ce qu'on appelle la communauté organisée, sont en train d'imposer à la France, qui est le pays qui a inventé l'humanisme, je le rappelle, et qui est aussi la fille aînée de l'Église, autre détail, et un pays aussi où il y a le plus de musulmans de tous les pays d'Europe, en gros, sont en train d'imposer une loi totalement inique qui est d'interdire de critiquer des génocidaires. C'est-à-dire que quand vous critiquez des génocidaires, c'est vous qui êtes passible de prison. Ça va forcément très mal finir. Arnaud Develay, sur cette loi-là, Yadan, que c'est ça, on essaie de contrôler la pensée. Et on pense qu'avec des lois, on va être capable d'orienter la pensée de la population qui... ça répond, cette loi-là répond à un besoin d'un groupe d'individus. Là, c'est facile à comprendre. Là. Quand on réagit comme ça, on allume justement un feu, n'est-ce pas, Monsieur Develay? Vous disiez qu'il y avait il y avait eu une pétition, 240 000 contre, 80 000 pour cette loi-là. Et ils sont... Non, 80 000. Pas 80 000. Allez-y. Non, c'est 240 000 contre et 80 pour. OK. OK. Oui. Allez-y, je vous écoute là-dessus parce que oui, c'est ça qu'on essaie de... Oui, votre son est mauvais, là, tout à coup. Oui. Ben, on va enchaîner. Dernière chose, messieurs, c'est... on a eu un événement au Québec qui a fait parler beaucoup ces derniers jours. C'est une policière. Je sais que M. Soral peut traiter de toutes sortes de questions. Et je veux terminer l'émission avec un sujet qui a capté l'attention des Québécois. Un sujet facile pour M. Soral, que je veux avoir son commentaire. C'est une policière. Sale pute de merde, tu m'as entendu tout le long là-bas, sale pute. C'est une policière qui s'est fait accueillir on a trouvé l'identité du monsieur par la suite. Là, c'est un monsieur d'origine marocaine qui parle d'une façon assez dure à une policière. Je vous fais écouter ça. Puis ensuite, je vais vous faire écouter la réaction de Mathieu Bock-Côté par rapport à ça. Ça touche le masculiniste. On a voulu, les médias de masse ont voulu transformer ça en une cause de masculiniste. Et je voulais avoir votre opinion, M. Soral et Arnaud Develay. On l'écoute. Ouais, tu m'as dit pourquoi? Sale pute de merde, tu m'as entendu tout le long là-bas, sale pute. Puis quand tu es sorti, t'es venu m'arrêter. Non, je suis là, puis j'entends tout. Ferme ta gueule, sale pute, tu m'attendais là-bas tout le long. Dès que je suis sorti, tu m'as arrêté, petite pute, avec ta tête de chienne de merde. Sale chienne, ferme ta gueule, sale pute. Ferme ta gueule, vérifie ton fucking bail. Pourquoi tu me dis ça, même?
Tu m'as fait du profilage racial, tu m'as attendu tout le long au fucking parking. Ferme ta gueule, sale pute, tu m'as vu sortir et tu m'as vu rentrer dans la voiture, sale chienne de merde. Non, sale pute, ferme ta fucking gueule, tu veux mes affaires? J'ai eu un fucking bail il y a 2 jours. Ok. Voilà, c'était l'extrait que je voulais vous présenter. Ça a fait parler beaucoup au Québec. On a eu toutes sortes de phénomènes là, concernant le phénomène des nouveaux arrivants ici au Québec. Vous savez qu'on est environ maintenant 6,5 millions de Canadiens français sur le territoire québécois. Et selon les courbes démographiques, les Canadiens français vont devenir minoritaires sur le territoire québécois en 2042, ce qui est demain pour nous. Puis, on s'est fait jouer le tour au niveau canadien en 1850. Avant, les Canadiens français, on était majoritaires et par la suite, avec 1850, les Anglais et leurs immigrants qui faisaient venir ici, parce que le Canada est un pays d'immigrants. Il faut bien comprendre ça. Sur le territoire québécois, il reste environ que 3% de Britanniques de souche. L'assimilation à la culture française dans la vallée du Saint-Laurent s'est fait de façon quand même assez naturelle en raison, entre autres, de notre hiver québécois. Et on sent qu'il y a un remplacement de la population dans plusieurs régions, Montréal, Laval. Montréal, on était majoritaire jusqu'aux alentours de 1990, des années 90. L'île de Laval, en l'espace de quelques années, est devenue minoritaire. Donc, et on le sent dans toutes les grandes villes du Québec maintenant, c'est un phénomène où c'était pourtant des régions qui se vidaient de locaux parce qu'il n'y avait pas de job et ça a créé des logements vides qu'on a vite remplacés par des logements sociaux qu'on fait bénéficier aujourd'hui essentiellement des nouveaux arrivants et ça fait parler beaucoup au Québec. Et là, on a eu cet événement-là cette semaine. Puis là, je vous fais écouter l'explication de Mathieu Bock-Côté qui répond à ce phénomène-là et des réactions que ça a créé au Québec. Puis ensuite, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus, messieurs. On écoute Mathieu Bock-Côté. Mais comment réagit le Québec officiel? Eh bien, l'Assemblée nationale, non, d'abord, le service de police de la Ville de Montréal dit c'est très grave, c'est du masculinisme. Il n'y a pas une dimension culturelle là-dedans? Non, pas un mot, masculinisme. On va occuper tous les hommes radicalisés plutôt que de nommer peut-être une forme de misogynie importée. L'Assemblée nationale du Québec, à laquelle je suis pourtant si attaché, dénonce quant à elle la misogynie. La misogynie. Et dans les médias, est-ce qu'on entend le début d'un quart de huitième de mot pour nommer la dimension culturelle présente ici? Je ne dis pas que la misogynie se réduit à la culture, bien sûr, mais ce choc culturel porté par un jeune homme qui lui-même refuse de dire québécois, il dit « vous les Québécois, moi je ne suis pas québécois, je suis maghrébin, vous les Québécois », là on revient à sale de ainsi de suite, eh bien, tout le système, on pourrait dire politico-médiatique, cherche à neutraliser cette dimension. Donc, puis en plus, au Québec, on ne peut pas nous reprocher d'avoir eu un comportement colonial. On n'a jamais colonisé à nulle part. Et pourtant, on passe ici au Québec pour le méchant blanc qui est là pour assimiler les nouveaux arrivants, des méchants extrêmes de droite. Et là, au Québec, ça semble vouloir faire réagir beaucoup. Je voulais avoir l'analyse de M. Soral là-dessus. Bah, ça me rappelle ma condamnation en Suisse pour homophobie parce que j'avais tenu tête à une militante LGBT que j'avais qualifiée à la marge de grosse lesbienne. Et j'avais fait remarquer qu'en même temps qu'elle était militante queer, elle était aussi pro-migrant. Et je rappelle que les migrants viennent pas de Suède, mais plutôt d'un monde où la différence des sexes est encore très marquée et où effectivement c'est une culture millénaire fait qu'on a du mal à accepter une femme dans un uniforme de policier qui vous donne des ordres. Vous voyez, en général, la femme étant censée incarner la maternité, le maternage, et on est content de la voir habillée en infirmière ou en bonne sœur, mais dès qu'on voit une femme habillée en policière,
chez ces gens-là qui arrivent avec leur culture, c'est très insupportable. Je confesse que moi-même, qui viens de la banlieue parisienne et qui viens du monde un peu traditionnel d'avant mai 68, je n'ai jamais supporté de voir une fliquette à gros cul mal me parler quand elle m'arrêtait avec ma mobilette, hein. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gens qui sont à la tête du Québec comme de la Suisse romande, pour ce que j'en connais, à la fois promeuvent le féminisme et un féminisme, je dirais, totalement débridé, hein, où on estime qu'une femme peut être pompier, même s'il faut 3 pompiers pour l'aider à monter à l'échelle, parce que ses capacités physiques sont évidemment très inférieures. D'où la phrase dans OSS 117, on verra quand il faudra porter quelque chose de lourd. Voyez, donc on sait que tout ça ne tient aucun compte de la réalité physique et de la réalité anthropologique. Et en même temps qu'on impose un féminisme égalitaire, que j'appelle l'égalitarisme fou, totalement hors sol et déconnecté de toute réalité, on fait venir des gens de sociétés, on va dire plus traditionnelles, pour ne pas dire primitives, pour qui il est insupportable de se faire emmerder par une femme en uniforme. Donc effectivement, la question, c'est comment les élites, que ce soit d'ailleurs les élites suisses ou les élites canadiennes, pensent une société où à la fois on fait se télescoper un féminisme radical et des gens issus de sociétés plus traditionnelles, pour ne pas employer de termes qui pourraient être assimilés à du racisme. Il est évident que ça se passe mal, que ça ne peut que mal se passer, n'est-ce pas? Donc est-ce que ces gens qui sont à la tête et qui gèrent, qui sont censés gérer un pays et son avenir, est-ce qu'ils sont cons comme des balais ou est-ce qu'ils le font exprès? Et c'est ça la question. C'est pour ça que mon dernier livre s'appelle Plus con, tu meurs. C'est le titre de mon dernier livre, hein, Plus con, tu meurs. C'est parce qu'à ce niveau de conneries, ça devient dangereux, ça devient mortifère. C'est-à-dire qu'on arrive effectivement à cette situation qu'on voit, où un type ne supporte pas de se faire emmerder par une fliquette, suppose qu'elle l'emmerde parce qu'il est d'origine marocaine. Je suppose, parce qu'il y a beaucoup de Marocains, je crois, qui ont migré. C'est un Marocain, oui. Oui, bah oui, il suffit de faire un peu de sociologie de terrain. Et le type explose de colère parce qu'il suppose qu'il est visé en tant que Marocain par une espèce de blanche féministe qui profite de son uniforme pour l'humilier. Et au lieu que ça se passe courtoisement dans une relation où quelqu'un qui incarne l'autorité légitime peut se permettre d'intervenir face à un citoyen qui comprend à peu près la situation, on est face à une situation explosive qui peut d'ailleurs aller bien plus loin. Parce que la fliquette, à un moment donné, peut sortir un flingue et lui tirer dessus, le mec sortir de sa bagnole, il a passé à tabac. Enfin, je veux dire, donc la question c'est, est-ce que vos élites le font exprès ou est-ce qu'ils sont cons à ce point-là? C'est ça la question. Le reste, il est gentil, Bloc Côté, là. D'ailleurs, je crois qu'il a passé l'Atlantique. Il fait son numéro en France aujourd'hui. Il est en surpoids, d'ailleurs. Il devrait un peu essayer de maigrir. J'aime pas les gros, moi, personnellement, qui donnent des leçons. C'est en général, il passe trop de temps à table pour être légitime, pour incarner quelque chose de sérieux. Mais bon, c'est un autre sujet. Il est évident que lui, il veut ramener ça à la question raciale. C'est-à-dire, on dit que c'est du masculinisme, on dit que ceci, cela, parce qu'on ne veut pas dire que c'est un bougnoul. Voilà. Mais la question, il faut aller plus loin. Qui les a fait venir, ces gens-là? Est-ce que c'est pour des baisses, faire du dumping social au niveau du salaire? Est-ce que c'est pour créer du chaos? C'est ça, parce que c'est facile de faire la remarque que ce type est mal élevé, qu'il manque de respect à une femme, mais il est très facile de comprendre que dans une société traditionnelle, vous parlez aux 3/4 des Africains, quand on leur parle d'homosexualité, ils commencent à se crisper. C'est d'ailleurs comme ça que Mélenchon est en train de se prendre des revers en Afrique quand il essaye de vendre le LGBTisme en tant que personnage de gauche, notamment au Sénégal. Les Africains ne sont pas du tout prêts à accepter l'homosexualité autrement qu'une pratique marginale et un peu honteuse. L'institutionnalisation. Or, nous sommes dans des sociétés qui ont institutionnalisé tout ce que les sociétés traditionnelles, et je rappelle, sociétés traditionnelles, ça veut dire sociétés éternelles, c'est-à-dire des sociétés dont nous faisions partie il y a encore 50 ans. C'est ça que M. Bloc-Côté a oublié. C'est que le Marocain, là, se comporte exactement comme un paysan français qui se serait fait emmerder, à l'époque où il n'y avait pas de femme flic d'ailleurs, par une espèce de gonzesse incarnant abusivement une autorité qu'elle n'est pas légitime pour incarner de par son être fondamental. Ça se serait passé pareil avec un paysan français des années 50, ou un ouvrier français des années 50. Et c'est là où il y a une malhonnêteté. C'est que le constat, il est évident. On a fait venir dans nos sociétés des gens qui viennent d'une autre société. Et d'ailleurs, ce que je fais remarquer, c'est que dans leur société à eux, ça se passe mieux. Il y aurait pas, le Marocain au Maroc n'aurait pas vécu cette situation-là. Parce qu'il n'y aurait pas la femme fliquette blanche qui viendrait incarner pour lui une double illégitimité. C'est-à-dire colon
et féministes. Donc il faut faire le travail jusqu'au bout. Et moi, ce que je reproche à ces espèces d'identitaires, qui en général sont marqués très sionistes et très droite, c'est qu'ils font pas le travail jusqu'au bout. Ils font pas le travail. Qui a créé cette merde et pourquoi, hein? Monsieur Le Soral, problème, c'est toujours le qui, et Oui. c'est toujours ceux qui ont créé la situation. Cette situation, elle existe, elle est délétère, elle est déplorable. Alors, selon les sensibilités, on peut être agacé, on peut se sentir du côté du type ou du côté de la fille. C'est une question de mesure. Le mec était très insultant. Pour moi, c'est inacceptable, ça va un peu trop loin. Mais la fliquette est très illégitime. Cette espèce de conne en uniforme avec son gros cul, qui serait incapable d'arrêter un délinquant de 25 ans, de 85 kilos en pleine forme. On a vu en France des exemples catastrophiques. On envoie 2 fliquettes neutraliser un voyou. Le voyou les désarme, et prend leur arme et leur casse la gueule. Je veux dire, on ne nous fera jamais croire qu'une femme peut faire est strictement l'égale d'un homme dans des métiers comme la police, l'armée, les pompiers, etc. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? C'est ça la question. Et en plus de ça, on fait venir des gens d'une société patriarcale, où la différence des sexes est très marquée, où normalement une femme n'est pas censée porter un uniforme. Et ça, je rappelle qu'une femme n'est pas censée porter un uniforme, c'est la vision mondiale constante de la nuit des temps jusqu'à l'année dernière, hein. Donc, faut pas faire croire que ça serait une vision, comment dirais-je, paradoxale et insupportable, et que nous, on serait dans l'éternité de la vérité. En réalité, nous sommes la société dysfonctionnelle. Nous sommes la société des fliquettes à gros cul, comment dirais-je, des pompières, on va dire exprès, qu'il faut aider à monter l'échelle quand il faut éteindre le feu. Nous sommes dans les sociétés de l'égalitarisme fou, hein, voilà. Et ce Marocain insupportable que je n'apprécie pas du tout, finalement, est victime aussi quelque part de cette société dans laquelle il a été introduit. Il aurait d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il est là, et effectivement qui se prend dans la gueule cette société occidentale d'égalistes fous, où on te dit que se faire enculer, c'est pareil que de faire l'amour pour faire des enfants, hein, parce que c'est ça qui nous est imposé, que une femme peut aussi bien faire comme militaire d'élite qu'un homme, alors qu'en réalité, physiquement, c'est faux, hein, et qu'on peut pas gagner une guerre avec voilà, des bataillons de féministes à gros cul, et c'est ça quand même le problème fondamental, et c'est ça que Bloc Côté ne veut pas faire jusqu'au bout. C'est ce travail qui ne fait pas jusqu'au bout. Comment ça se fait qu'on en est là? Qui a voulu ça? Parce que c'était évident que ça ne pouvait que mal se passer de combiner féminisme et immigrés issus de sociétés patriarcales traditionnelles. Ça ne peut que mal se passer. Pourquoi moi, je l'explique depuis les années 90. J'ai écrit Vers la féminisation, je rappelle, hein, publié en 1999. Pourquoi moi j'ai tout compris à ça? Et pourquoi les gens qui nous dirigent font tout le contraire de ce qu'il faudrait faire pour que la société fonctionne bien compte tenu de paramètres, et pourquoi M. Bloc-Côté n'est pas capable d'aller jusqu'au bout de l'analyse, vous voyez? Monsieur Soral, effectivement, vous soulevez un point très important. Ça me fait pas plaisir parce qu'il porte un message Bloc-Côté aussi d'un Québec souverain, mais j'ai noté, autant dans la COVID, qu'il n'a pas voulu nommer l'État profond, puis de dénoncer la manipulation auquel on faisait face. Quand il est venu l'intervention américaine il y a quelques semaines déjà, il n'a pas voulu parler de l'influence d'Israël. Et c'est un gars qui est beaucoup trop intelligent pour pas voir ça, là. Oui, c'est une pute. Excusez-moi, mais c'est quand même une pute en costard, parce que l'air de rien, faire le travail à moitié, c'est comme ne pas le faire, vous voyez? Et ces gens-là, on sait très bien pourquoi ils sont venus en France, pour renforcer l'aile droitière identitaire française avec des impératifs comme la soumission au sionisme et surtout haro sur le musulman, avec en plus ce côté très malhonnête ou inculte. C'est que moi, vous voyez, je rentre là du Kyrgyzstan, hein, j'étais dans un pays musulman, hein, de ce qu'on appelle l'Asie centrale. Eh ben, je vous garantis que quand vous êtes là-bas, ces musulmans que vous côtoyez, qui sont d'une gentillesse, d'une politesse, et qui incarnent une vraie civilisation, n'ont rien à voir avec nos racailles ethniques et avec ces musulmans que nous avons fabriqués de toutes pièces, qui sont un espèce de produit de synthèse, hein, de résidus de colonisation qu'on a introduits dans notre société par leurs parents pour des histoires de dumping social, et après qu'on a éduqué dans l'antiracisme et dans la haine du citoyen de souche incarné par Le Pen.
ces musulmans dont Bloc Côté parle sont des créations occidentales intégrales. S'il voyageait un peu plus, ça lui fait perdre du poids, il verrait que si il va se balader en Asie centrale, il verrait des musulmans qui n'ont rien à voir avec ceux-là, qui sont d'une infinie politesse, qui sont, comment dirais-je, d'une courtoisie et d'un accueil que franchement j'ai rencontré à très peu d'endroits. Voilà. Moi, je l'invite à aller visiter les pays d'islam, notamment d'Europe centrale. Et plus simplement, je rappelle que si les racailles ethniques sont au sommet de la pyramide de la délinquance dans nos pays, je rappelle que quand vous allez dans ces pays aujourd'hui d'ailleurs fragilisés comme l'Arabie saoudite, etc., vous n'avez pas de délinquance. Parce que je rappelle que la charia est très rigoureuse sur la délinquance, vous voyez ? Donc Bloc Côté, il manque un petit peu soit d'honnêteté intellectuelle, soit il est un peu gras dans ses analyses. Il faudrait qu'il affine un peu. Je lui conseille de voyager et puis d'apprendre un peu ce que c'est que le vrai courage politique. Le vrai courage politique, c'est de ne pas s'aligner aujourd'hui sur l'identitarisme à la Zemmour, qui en fait, qui finit, la conclusion, c'est Israël, c'est le monde blanc qui lutte contre le danger de l'islam, et l'islam, c'est la racaille ethnique qu'on retrouve dans les manifestations et les filles, à côté des filles à cheveux bleus et des LGBT à gros cul. Je veux dire, ça, ce n'est pas la réalité qui permet de penser demain de sauver la France ou le Québec. Vous voyez ? Ça s'appelle tapiner. Voilà, ça s'appelle être un tapin. Ça s'appelle les demi-mondaines. Dans le temps, on appelait ça les demi-mondaines. Vous voyez ? C'est du demi-tapin. Voilà. Alors, le demi-tapin, on pourrait dire que c'est moins pire que le tapin total. Hein, on a des exemples chez nous. Mais c'est quand même du tapin. Et c'est du tapin qui ne veut pas l'admettre. Vous voyez, c'est du tapin hypocrite. C'est pas ça l'indépendance d'esprit, c'est pas ça l'analyse, c'est pas ça le journalisme sérieux. Voilà. Exactement. Arnaud Develay, pour terminer. Rien à rajouter. Je dirais simplement qu'en plus, la dichotomie totale entre des sociétés construites sur des constructions et les sociétés dites traditionnelles, qui sont la norme dans 90% des pays, pour le rappeler, on a fait complètement fi des séquences historiques. C'est-à-dire qu'en fait, et je peux faire qu'écho à ce que Alain dit, c'est comment se fait-il que nos soi-disant élites n'ont pas compris qu'il y aurait un ressentiment profondément marqué au sein des populations importées pour des raisons effectivement de profit tangentiel, alors qu'on était en guerre il y a encore 2-3 ans avec eux, une guerre horrible, une guerre sale. Je pense essentiellement à l'Algérie, où voilà, ça a été la guerre sale par excellence, et donc avec tout le ressentiment qui va avec, et partant de là, ça ne pouvait que très mal se passer. Et donc, oui, je comprends pas. À moins qu'il y ait un désir de semer, alors c'est du court-termisme économique, et en même temps, pour commencer à semer les premières flamèches d'une situation qui, en aval, sera probablement exploitée pour peu que, ça a dû être anticipé, l'économie soit moins florissante. Et voilà, tout ça, c'est du cousu humain. Et non, je n'ai rien d'autre à dire. Alain a tout à fait résumé la situation. C'est du cynisme teinté de saloperie, parce que quelque part, ça a des conséquences très graves pour le développement des pays, pour la paix sociale, et ces gens-là ne pouvaient pas ne pas le savoir quand ils l'ont fait. Merci, messieurs. Écoutez, moi aussi, M. Soral, nous, de l'autre côté de l'Atlantique, Zemmour, je l'ai bien aimé à son arrivée. Il faisait référence à l'histoire, il touchait à mes fibres nationalistes, et j'ai cru beaucoup en lui. Puis là, à un moment donné, pendant la présidentielle française, le conflit en Ukraine a débuté, et là, il a viré sa chemise complètement de bord vis-à-vis les Russes. Et là, j'ai complètement décroché, et là, j'ai tout compris. Le concept de judéo-christianisme qui pousse avec Sarah Gnafo. Là, je comprends tout le diabolique de cette rhétorique-là, sans avoir fait d'études de doctorat, puis vous m'aidez beaucoup à faire comprendre ça au monde, parce que je vous mets souvent en référence. Puis l'autre chose que je trouve important, c'est ce que vous avez dit de Mathieu Bock-Côté, parce que j'ai pas, ça prend un monsieur de votre niveau
pour qu'on avance à ce niveau-là au Québec. Et aujourd'hui, ce que vous avez dit sur Mathieu Bock-Côté, il n'y a rien de méchant, mais vous avez noté qu'il va dans la facilité. Cette facilité-là dans laquelle on est programmé par Hollywood d'associer le musulman à le terrorisme, aux méchants ayatollahs, là-dessus, puis en ne voulant jamais dénoncer qui est derrière cette manœuvre-là d'exacerber des tensions entre les religions. Et ça prend quelqu'un qui a de la culture, un regard historique comme vous, et une réputation comme la vôtre de combattant qui a pas reculé devant. Vous avez jamais fait le choix dans votre vie de votre popularité par rapport à la vérité. Et oui, aujourd'hui, vous avez sinon c'est du positionnement marketing. Sinon, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un marché de droite qui est entièrement financé par les sionistes, dont la fonction est de dire Israël n'est pas le pays qui persécute les Palestiniens, c'est l'avant-garde du monde blanc qui résiste contre la déferlante musulmane qui a un projet de domination terminale sur l'Occident. C'est ça le logiciel. Et évidemment, quand on voit la délinquance ethnique en France, et même ce que vous nous avez montré tout à l'heure, on peut tomber dans cette adhésion, on peut accepter cette proposition. Mais dès qu'on est un professionnel du journalisme et qu'on est formé intellectuellement, et puis qu'on a un peu voyagé, ce que devrait être le cas de M. Bloch-Côté, parce qu'il a été capable de traverser l'Atlantique, on ne peut pas se contenter de ce qu'il dit en disant on cache de l'ethnique par de l'identité, du sexuel. L'analyse est trop courte. Et je vous dis, le paradoxe, c'est que ce monsieur marocain qui vit cette situation au Québec, qui est effectivement très dommageable d'ailleurs à la population marocaine du Québec, où il y a aussi des femmes, je rappelle, et qui d'ailleurs sont des femmes qui sont arrivées au Québec avec une formation typiquement de pays modernes, c'est-à-dire très éduqués, et qui se sentent aussi insultées en tant que femmes par ce Marocain. Hein, je veux dire, on n'est pas, la femme marocaine se trouve des deux côtés de ce dispositif, parce qu'elle se retrouve forcée à être solidaire du Marocain et en même temps insultée en tant que femme. Donc à la limite, c'est pareil, c'est un peu plus compliqué que ça, mais moi je vous dis, si vous voulez vous guérir de l'anti-islamisme voulu par les sionistes pour des raisons très très instrumentales, voyagez dans les pays musulmans. Et puis ne vous limitez pas au Maghreb, allez en Asie centrale. Hein. Je discutais avec Jovanovic qui me disait le futur centre du monde économique demain, ça sera le Kazakhstan et ça sera ces pays-là. Et puis, allez voir ce que c'est que la coexistence religieuse en Malaisie ou en Indonésie. Ce sont les pays où il y a le moins de conflits religieux au monde. Voilà. Et puis, moi, j'ai connu beaucoup de gens qui étaient très anti-musulmans parce qu'ils assimilaient l'islam à la Seine-Saint-Denis. Vous voyez, Bloch-Côté, sa vision de l'islam, c'est la Seine-Saint-Denis. Alors, je veux bien qu'il est payé pour ça et puis qu'il n'est pas très loin. Mais je veux dire, à un moment donné, le minimum, pourquoi moi je suis en Russie, pourquoi je suis allé en Corée du Nord, pourquoi je suis allé en Syrie, pourquoi je suis allé au Venezuela, c'est pour aller voir sur le terrain. Hein. Voilà, je vous dis, son obésité est la preuve qu'il bouge pas assez son gros cul. Hein. Voilà, il faudrait qu'il bouge un peu. Et je vous garantis que si il allait faire le tour des pays d'Asie centrale, il verrait que ce sont des pays à majorité musulmane, avec un savoir-vivre, un respect de l'autre, que nous n'avons plus chez nous, Hein, et que c'est ce qu'il appelle un musulman est une création occidentale que j'appelle moi la délinquance ethnique, qui est un pur produit occidental dont le marqueur principal est la voyoucratie américaine. Je rappelle, le marqueur principal c'est la bande ethnique américaine. C'est ça leur identifiant premier. D'ailleurs par le rap, par leur look, etc. Hein. Le déterminant musulman est quelque part surrajouté et n'est pas crédible. Voilà. Et je vous dis, le meilleur moyen de guérir un anti-musulman rabique, c'est qu'il aille voyager un peu. D'ailleurs, chez les retraités français qui fuient une France en train de s'effondrer, où est-ce qu'ils vont se réfugier pour vivre une retraite heureuse? Au Maroc. Et je vous garantis que j'ai jamais vu un type qui vit au Maroc une retraite heureuse dire du mal des musulmans marocains. Au contraire, ils disent ces gens-là sont charmants, société un peu traditionnelle, où les femmes sont des femmes, les hommes des hommes, où on respecte les anciens. Je veux dire, ça se passe bien, c'est ça. En fait, c'est nous avons créé, nous, quand je dis nous, nos dirigeants pervers
et qui ne fonctionnent sur le divisé pour régner, hein, et qui ne pensent qu'à leurs intérêts propres, c'est eux qui ont créé cette merde. Et cette merde s'appelle le féminisme, cette merde s'appelle l'immigration incontrôlée, cette merde s'appelle le métissage, hein, forcé, etc., etc. Et Bloc Côté, il faut qu'il revoie ses catégories. Et pour ça, moi, j'ai écrit de très bons livres, il n'a qu'à les lire. Et il verra que j'ai théorisé tout ça, j'ai prévenu de tout ça il y a plus de 20 ans. 90, 2000, 2010, 2020. Et donc, la crédibilité d'un intellectuel, c'est de prévoir. Moi, j'ai dit, vous lisez Comprendre l'Empire en 2011, j'annonce à peu près tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai même annoncé qu'on se servirait d'une crise de type médical avec un virus pour nous imposer une dictature et pour nous imposer des lois au-delà des frontières. Il y a deux manières de sortir des frontières en faisant croire que ce n'est pas politique. C'est le climatique et le viral. Vous voyez, tout ça, c'est théorisé dans Comprendre l'Empire. Il faut que M. Bloc-Côté fasse encore un petit effort de culture. Passe moins de temps à table et plus de temps à lire et à voyager. C'est le conseil. Et en plus, physiquement, il s'en sentira que mieux parce que la surcharge pondérale, ça fait sentir mauvais dans les avions et ça pose des problèmes cardiaques, surtout à l'âge qui commence à avancer chez lui. Je l'ai expérimenté, la marche-taille, pendant 15 minutes par jour. Ça fait des miracles. Voilà, je me suis fait un peu plaisir, mais de temps en temps, ça fait du bien. Et puis, ça s'appelle être réellement provocateur et subversif. Parce que la subversion qui consiste à dire du mal des musulmans systématiquement aujourd'hui, en se croyant malin et courageux, alors qu'on est payé pour ça dans une forteresse sioniste qui s'appelle les médias auxquels il appartient, Ouais. c'est pas du vrai courage. C'est pas à moi que M. Bloc-Côté va faire croire qu'il est un journaliste courageux, indépendant, qui lutte contre des puissances. Je rappelle qu'on peut tout reprocher aux musulmans, mais ils ne représentent aucune puissance en France. Aucun ministre musulman, aucun recteur d'université musulman, aucun préfet musulman. Vous voyez, on peut dire au mieux que ces racailles ethniques qu'on appelle les musulmans sont une nuisance, comme le sont les pigeons qui font caca sur les monuments historiques. Mais ils ne représentent aucune puissance politique, je le rappelle, qu'ils soient d'ailleurs frères musulmans ou iraniens. Et la preuve en est le destin tragique d'un Tariq Ramadan qui n'est pas du tout traité comme la bande Epstein. Je rappelle que Jacques Lang est protégé par la police et peut aller continuer à enculer des gosses à Marrakech, alors qu'on promet à Tariq Ramadan, qui n'est pas du tout un ami, 18 ans de prison, parce que ses maîtresses, qui étaient ce qu'on appelle des starfuckeuses, ont décidé a posteriori, manipulées par un certain El Fassi, paparazzi et agent du Mossad, qu'il fallait faire tomber ce type, peut-être parce qu'il aurait pu représenter un certain sérieux et un certain islam demain, c'est-à-dire un islam bourgeois et cultivé, par rapport au sort qu'on réserve aux musulmans demain en Occident, qui est d'être les boucs émissaires du bouc émissaire. Vous voyez, ça, c'est des vrais concepts. Je pourrais peut-être former un peu Bloc-Côté à l'intelligence profonde, parce que là, pour l'instant, c'est un animateur, hein, c'est ce qu'on appelle un animateur, pour moi, c'est pas du journalisme. Écoutez, puis c'est le général de la Ward qui m'a permis de m'ouvrir là-dessus, de savoir que il y a des gens raisonnables partout dans le monde, puis il est très facile de nous monter, d'exacerber les tensions. C'est le propre d'un empire maritime. C'est le capitaine Place qui me disait ça aussi. Eux autres, ils arrivent sur une île, ils exacerbent les tensions, laissent les gens s'entretuer, puis ensuite ramassent le butin, puis retournent à la maison incognito. Eh ben, la piraterie est consubstantielle à la conception maritime du monde. Hein. L'empire maritime est fondamentalement pirate. C'est ce qui explique très bien Carl Schmitt avec son idée de nomos de la Terre. Et effectivement que nous, les continentaux, avons une autre approche qui est plus respect des cultures et respect des frontières. Voilà. Et malheureusement, nous sommes sous la domination d'un empire maritime, en plus en déclin. Et là, on revient à Trump, vous voyez, qui se comporte comme ce qu'ils ont toujours été quelque part, des voyous. Ce que sont les Anglais, hein, des voyous habillés sur mesure, vous voyez. Napoléon parlait de merde dans un bas de soie, pour justement quelqu'un qui était en train de le trahir pour les Anglais, d'une certaine manière. Et en fait, il ne faut pas oublier ce que sont fondamentalement les Anglo-Américains. Des voyous bien habillés. Hein, et c'est ceux-là même, d'ailleurs, qui ont manipulé Saddam Hussein, puis l'ont fait tuer. Vous voyez, et ceux-là même en ce moment qui sont en train de tuer des petites filles dans des écoles en Iran. Hein. Faut se méfier chez les anglo-saxons de ces gens trop bien élevés, trop bien habillés, qui sont en général des crapules et des voyous. Hein. Et c'est eux qui, malheureusement, qui pour l'instant tiennent encore le couteau par le manche, je dirais. Voilà. Et Monsieur Bloc-Côté, d'ailleurs, très bien habillé, j'ai remarqué, comme un nouveau riche, sans doute qu'il est, parce que trop bien habillé. Et dans cette approche-là, vous voyez, un beau costume, une belle cravate et un gilet, pour cacher qu'en fait, profondément, vous n'êtes pas un honnête homme. Parce qu'un honnête homme ne peut pas dire, devrait dire beaucoup plus que ce qu'il dit. Il peut dire ce qu'il dit, mais il faut aussi qu'il dise le reste. Vous voyez ?
Hein. Il ne faut pas s'arrêter au milieu du chemin de la vérité. Sinon, ça s'appelle un menteur et un menteur subtil. Hein. Voilà. Et pour revenir sur les anglo-saxons, un poète fort connu, Raymond Lévesque, disait « Ils ont un cerveau d'économie qui peut étouffer n'importe qui ». Oui, ce n'est pas moi. Je sais quel est le monde le plus hostile à ce que nous représentons, nous, les humanistes français, c'est la perfide Albion. Et en fait, c'est cette alliance, je rappelle, judéo-anglo-saxonne, Ouais. judéo-chrétienne, oui, les judéo-chrétiens, dont le représentant aujourd'hui en France, c'est paradoxalement est un berbère judaïsé qui s'appelle Éric Zemmour. J'ai un assez grand respect pour Éric Zemmour, qui est un type cultivé et très intéressant, qui a été mon ami pendant des années, même si on est un peu fâché maintenant pour des raisons politiques. Mais voilà, nous avons Éric Zemmour incarne justement cette tentative d'introduire en France le judéo-christianisme anglo-américain. Et ce n'est pas un progrès pour nous. Ça ne va pas apporter grand-chose de positif à la France. Merci. Là, c'est tout, Monsieur Develay. Merci beaucoup. Puis en espérant vous revoir bientôt. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.